7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h41 sur France Culture. Aujourd'hui, la controverse et la polémique se déroulent sur Twitter, autour du féminisme, du racisme, de la laïcité par exemple. Les anathèmes et les invectives s'échangent via les réseaux sociaux et nous avons décidé aujourd'hui de nous intéresser à ce phénomène, un phénomène massif qui a fait évoluer pour le meilleur et souvent pour le pire le débat d'idées. Et pour en parler, j'ai choisi d'inviter une femme qui est souvent au cœur de ces polémiques. Rokhaya Diallo, bonjour. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes journaliste, réalisatrice, activiste. Vous publiez aujourd'hui La France, tu l'aimes ou tu la fermes aux éditions Textuelles. Il s'agissait au départ de vous proposer un débat, mais la plupart de vos débatteurs potentiels avaient piscine, donc nous allons C'est bien dommage. dialoguer tous les deux. Et tout d'abord, j'aimerais comprendre pourquoi cette multitude de controverses sur Twitter. Vous n'êtes pas impliqué dans toutes ces controverses, mais vous l'êtes fréquemment, Rokhaya Diallo. Pourquoi vous livrez-vous à ce type d'exercice ? Alors, je tiens à préciser en premier lieu que je n'ai pas de goût particulier pour la polémique ou pour la controverse et que je n'aime pas particulièrement déclencher les polémiques. Il se trouve que je parle de questions qui sont extrêmement taboues en France, notamment les questions relatives aux races, les questions raciales. La race, évidemment, je l'entends au sens social et non biologique. Et ces questions inhabituelles provoquent beaucoup de crispation parce qu'elles sont très peu évoquées finalement dans les médias traditionnels et que Twitter est pour moi un espace qui me permet de les énoncer de manière plus libre que je pourrais le faire ailleurs, puisque souvent elles sont mal comprises et elles sont aussi très rarement portées par des personnes qui elles-mêmes font partie de minorités raciales, comme c'est mon cas. Par ailleurs, on sait aussi, des chiffres le montrent, que parmi les personnes qui s'expriment sur Twitter, les femmes sont plus harcelées, en tout cas plus exposées à la critique que les hommes, et les femmes noires le sont plus encore. Une étude d'Amnesty International l'a démontré à la fin de l'année dernière. Donc je pense que le corps qui est le mien amplifie le niveau de critique auquel je pourrais être exposé, que des propos similaires tenus par d'autres personnes peut-être ne généraient pas la même crispation. Mais alors, on arrive à des résultats qui sont assez étonnants. Alors, j'ai pris un tweet et il faut l'expliquer aux auditeurs qui n'ont pas l'habitude d'être sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Les messages se répondant les uns les autres, on arrive bien souvent à des accumulations d'anathèmes sans qu'on comprenne d'ailleurs comment tout cela a débuté. Alors, je vous lis Rokhaya Diallo, comme je le dis dans le tweet que vous citez, vous répondez à une personne. Ils, elles, n'ont pas été exterminés en tant que groupe. Autrement dit, vous expliquez que les Juifs n'ont pas été exterminés en tant que groupe. Ce n'est pas leur couleur de peau qui a motivé le génocide. La phrase « les Juifs n'ont pas été exterminés en tant que groupe », même si elle est tronquée, je l'ai tronquée, bien évidemment, a fait réagir. Que vouliez-vous dire? Et comment arrive-t-on finalement à ce type d'assertion? Alors justement, vous avez aussi commis cette confusion puisque je ne parlais pas des juifs mais des blancs, des personnes blanches. En fait, c'était en plein débat sur le racisme anti-blanc où j'expliquais qu'effectivement, les personnes blanches n'avaient jamais été victimes de théories raciales et qu'il n'y avait jamais eu lieu de pratiques institutionnelles de racisme contre les personnes blanches du fait de leur couleur de peau. Et que c'est ce qui différenciait en fait les personnes blanches des personnes minoritaires dans l'expression du racisme et notamment des pratiques institutionnelles de ségrégation ou de génocide. Et une personne m'a indiqué que pendant la guerre, les personnes ashkénazes, qui sont aujourd'hui considérées comme des personnes blanches, avaient été victimes du génocide des nazis. Et j'ai bien dit que ce n'était pas du fait de leur couleur, ce n'est pas parce qu'ils étaient blancs qu'ils avaient été victimes du génocide, mais parce qu'ils étaient juifs. Et évidemment, le tweet pris seul en dehors de la conversation a pu laisser entendre que je niais le génocide, ce qui n'est absolument pas le cas, mais je niais simplement le fait qu'on avait pratiqué, on avait exposer des personnes juives à un génocide du simple fait de leur couleur. Et ce qui est intéressant, c'est de rappeler quand même que les théories nazies étaient des théories raciales et qu'à l'époque, la race aryenne était un avatar de la suprématie blanche et qu'à l'époque, la blanchité, ce qu'on considère comme aujourd'hui étant la blanchité, en tout cas le fait que le juif était authentiquement blanc, était discuté par les nazis qui s'étaient inspirés notamment des pratiques ségrégationnistes des lois américaines. Hitler avait visité les États-Unis en saluant les pratiques ségrégationnistes. Mais alors, dans les tweets qui répondaient à votre tweet, à côté, en déformant votre tweet, enfin en tout cas, c'est vous qui me le direz, Rokhaya Diallo, laissez entendre, ou disait d'ailleurs carrément que vous faisiez du négationnisme. Est-ce que vous qui êtes une militante antiraciste, l'antisémitisme fait partie aujourd'hui des types de racisme qu'il faut combattre, Rokhaya Diallo? Alors pour être de bonne foi, il aurait simplement suffi de me lire. J'ai écrit un livre en 2011 qui s'appelle Racisme mode d'emploi où je cite par exemple la réflexion sur la question juive de
de Jean-Paul Sartre, comme étant une source intellectuelle de description du racisme, et je parle de l'antisémitisme comme étant dans le continuum du racisme colonial, hein, enfin l'antisémitisme nazi, avec les théories qui ont notamment été exercées sur le territoire namibien par les Allemands. En fait, les pratiques génocidaires ont été, d'une certaine manière, la Namibie a été un camp d'entraînement pour les nazis qui après ont créé des camps de concentration en Europe. Donc, et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment parler du racisme aux enfants, qui est paru en 2013 aux éditions de Baron Perché, où il y a un chapitre sur l'antisémitisme. Donc c'est pour moi, toutes les formes de racisme sont condamnables au même titre, et après si leurs sources sont différentes, je n'ai jamais nié ce génocide. D'ailleurs, plusieurs actions sont en cours contre des personnes qui m'ont accusé de négationnisme, parce que je pense qu'il est important de ne pas laisser les accusations mensongères passer. Et alors, justement, puisque nous parlons de cela et que vous êtes une militante antiraciste, Rokhaya Diallo, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que ça a un sens, par exemple, de hiérarchiser les formes de racisme, sachant qu'on évoque souvent la concurrence entre les victimes? Qu'en pensez-vous? Que faites-vous avec cela? Je ne pense pas qu'il faille hiérarchiser les formes de racisme. Je pense qu'il faut les décrire de manière très précise, décrire leurs sources, leurs origines historiques, parce que elles sont différentes. L'histoire, finalement, a produit des formes de racisme spécifiques en fonction des groupes, en fonction de la naissance de leur production. Donc c'est important de distinguer. Aujourd'hui, quand on est une personne d'origine asiatique en France, quand on est une personne d'origine maghrébine en France, quand on est juif ou quand on est noir, on subit des racismes de formes différentes. Donc c'est important de le dire. Mais on ne hiérarchise pas, c'est-à-dire qu'on est vent debout contre le racisme, quelle que soit son origine et quelle que soit sa forme, c'est important de le dire. Mais je crois qu'on avait une forme d'antiracisme très globale dans les années 80 en France qui disait, voilà, on lutte contre le racisme de manière générale, et qu'aujourd'hui il y a véritablement chez les minorités l'envie spécifiquement de dire, je suis une femme d'origine asiatique et je fais l'objet du fait de ma féminité et de mes origines asiatiques d'une forme de fétichisation, par exemple, que ne vivent pas, par exemple, des femmes d'origine maghrébine ou des femmes noires. La spécificité de chaque racisme, c'est entendu historiquement et sociologiquement, Rokhaya Diallo, mais est-ce que justement on ne peut pas regretter l'éclatement de l'antiracisme avec des chapelles, si j'ose m'exprimer ainsi? Quand j'étais jeune, on n'a pas le même âge, il y avait SOS Racisme, une organisation qui a posé toutes sortes de questions de récupération politique, mais il y avait au moins une chose, c'est qu'il y avait une unicité de la lutte antiraciste. Est-ce qu'on n'a pas le droit, par exemple, d'être nostalgique de cette période-là? J'ai connu aussi l'époque d'SOS Racisme. Je ne suis pas si jeune. J'ai porté la main, touche pas à mon pote, ce petit badge dans les années 80. J'ai envie de reprendre une comparaison à laquelle procède souvent Louis Georgetin, le président du CRAN. Il dit que lorsqu'on est malade, on va voir un médecin quand on ne sait pas exactement ce qu'on a, mais si on a mal à un endroit spécifique de notre corps, on va voir un spécialiste. Eh bien, la coexistence du médecin généraliste et des médecins spécialistes est tout à fait envisageable. De la même manière qu'on peut lutter contre le racisme de manière générale, mais qu'on ne peut pas ne pas penser que le racisme, par exemple, anti-noir est lié à la construction relative à l'esclavage, à une forme de colonisation, que le racisme anti-asiatique s'exprime différemment aujourd'hui par des agressions dans la rue. Je pense par exemple à cet homme Zheng Shaolin qui a été agressé à Aubervilliers et qui en est mort. Donc c'est une forme d'agression que ne vivent peut-être pas d'autres populations minoritaires, et ça n'éclate pas. Au contraire, moi je trouve que c'est très intéressant de pouvoir aller très très loin dans le discours antiraciste tout en étant uni avec d'autres minorités. Et c'est aussi parce que je pense qu'SOS Racisme n'a peut-être pas pu tenir compte de ces spécificités très très précises, qu'aujourd'hui il y a la Voix des Roms, par exemple, une association contre le racisme anti-rom, qu'il y a l'association des jeunes Chinois de France, qu'il y a le collectif contre l'islamophobie, et que tous ces collectifs peuvent aussi marcher ensemble contre les violences policières. Mais alors, il y a un racisme, en revanche, dont vous ne reconnaissez pas l'existence, puisque vous en parlez dans votre livre « La France, tu l'aimes ou tu la fermes » aux éditions Textuelles, c'est le racisme anti-blanc. Pourquoi ? Parce que le racisme, pour moi, ce n'est pas une interaction individuelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des attitudes hostiles aux Blancs, des préjugés, des violences peuvent s'exprimer contre les personnes blanches, et ça, il faut le condamner. Mais lorsqu'on parle de racisme, on parle d'un système de domination qui est une production socio-historique, qui a été conçue sur la base de théories, et des théories qui ont donné lieu à des pratiques institutionnelles. Donc comparer cela, ce que subissent les minorités, donc qui se place vraiment dans le droit fil historique d'une construction qui est liée d'abord à l'esclavage, puis à la ségrégation coloniale, et dire que cela a produit aujourd'hui des conséquences
sur la situation des minorités en France, ce n'est en aucun cas comparable à ce que peut vivre une personne blanche en France. Aujourd'hui, être en France n'est en aucun cas un désavantage. On n'est jamais désavantagé du seul fait d'être blanc. On peut être une personne blanche pauvre, on peut être par exemple un agriculteur, on voit le nombre de suicides que vivent les agriculteurs et c'est scandaleux, leur situation est scandaleuse, mais leur désarroi n'est pas lié à leur couleur de peau et qu'à situation égale, il est toujours plus avantageux d'être blanc que de ne pas être blanc. On ne se verra jamais refuser un appartement parce qu'on est blanc, on ne se verra jamais refuser un bien ou un service parce qu'on est blanc. Et c'est en ça que je veux vraiment distinguer l'hostilité, les préjugés, les discriminations qui peuvent s'exercer contre les Blancs du racisme qui est véritablement un système, comme le sexisme. Alors, je ne pense pas que le racisme anti-blanc ait été théorisé sur le plan universitaire. En revanche, c'est une notion qu'on retrouve très souvent sur Twitter. Il y a eu récemment une polémique, je ne vais pas la détailler, elle avait trait au monde du foot et un commentateur sportif expliquait qu'il n'y avait pas assez de blancs ou qu'il n'y avait pas de blancs dans les équipes de foot et que finalement il y avait surtout des noirs et des arabes et il invoquait cette situation pour dire ça c'est du racisme anti-blanc. Il avait raison ou il avait tort? Alors c'est assez drôle parce que le football a toujours été le reflet de la composition des classes populaires. Je me souviens que Michel Platini par exemple était d'origine italienne, que dans les années 90 dans l'équipe de France qui a été victorieuse notamment de la Coupe du Monde, il y avait des personnes originaires des Balkans, originaires de l'Europe du Sud. Et que depuis, effectivement, les années 2000, les années 2010, il y a énormément de personnes qui sont d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. Mais le foot est un sport populaire et les classes populaires sont surreprésentées. Et dans les classes populaires, effectivement, il y a de nombreuses personnes noires. Mais aussi parce que, moi, je pense que ça dit beaucoup de choses sur la place que fait la France à des personnes d'origine africaine ou d'origine antillaise. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux jeunes dans les banlieues qui n'arrivent pas à se projeter ailleurs que dans le football en termes de réussite sociale et que, sans doute, beaucoup surinvestissent cela. Mais je ne pense pas qu'un blanc dans le football ait été discriminé parce que blanc. Les joueurs blancs, lorsqu'ils sont bons, je pense notamment à Antoine Griezmann, qui est quand même pas un des moindres parmi les joueurs de l'équipe de France, eh bien, il a sa place, il a parfaitement sa place, il est extrêmement visible, il n'a jamais été stigmatisé du fait de sa couleur. Au contraire, je pense que c'est un joueur qui est extrêmement apprécié. Donc, s'il n'y a pas de pratique de discrimination, les seules pratiques discriminatoires dont j'ai entendu parler dans le foot, c'est les quotas. Les quotas qui avaient été annoncés par Laurent Blanc en 2011 contre les joueurs noirs et puis des quotas au PSG dernièrement. Donc c'est paradoxal. Ils sont surreprésentés, mais c'est toujours leur présence qu'on interroge. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer finalement une inversion du stigmate? C'est connu dans toutes les communautés, le fait que certaines communautés qui sont en proie au racisme retournent complètement le bâton et dirigent cette fois-ci contre les Blancs, puisque ce sont aujourd'hui ceux qui sont les plus présents numériquement en France, et retourne ce stigmate contre les Blancs, Rokhaya Diallo. Alors il y a deux choses. Il y a le retournement du stigmate qui peut être l'expression de la fierté. On a pu le voir dans les années 70, par exemple, aux États-Unis, avec Black is Beautiful, la coiffure afro, etc. Donc quand on dit que les Noirs sont beaux, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais ça veut dire que pendant des siècles, on a considéré que ce groupe était esthétiquement au plus bas de l'échelle esthétique. Donc on a décidé de s'approprier sa beauté, sa couleur de peau, son cheveu crépus, pour en faire quelque chose de beau. Et puis après, effectivement, il y a, ce qu'on peut appeler le retournement. Je pense qu'il y a du ressentiment qui existe, il ne faut pas le nier, il ne faut pas être naïf là-dessus. Du ressentiment qui peut être effectivement exprimé par des personnes minoritaires contre des personnes blanches. Mais après, encore une fois, quand on parle de racisme, il faut parler de la question du pouvoir. Aujourd'hui, quel est le pouvoir des personnes minoritaires? Je veux dire, quel est le pouvoir des personnes minoritaires de discriminer, de tenir à l'écart? Le racisme, c'est aussi la coexistence de pouvoir et de privilèges. Et je pense, ça n'arrivera pas, mais quand bien même aujourd'hui en France, toutes les minorités seraient frappées d'un sort et développeraient des sentiments anti-blancs, la réalité, c'est qu'elles ne pourraient pas véritablement nuire à la vie des personnes blanches parce qu'elles sont rarement en position de les recruter, de leur donner un appartement ou simplement, parfois même, elles n'interagissent même pas avec elles. Souvent, elles sont en position de service vis-à-vis d'elles. Et puis, alors, toujours pour évoquer ces polémiques sur Twitter auxquelles vous avez été mêlés, parfois les lançant, parfois étant harcelé durement, Rokhaya Diallo. Et j'aimerais que vous évoquiez le Sparadragate et que vous nous disiez, alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi il y a eu cette polémique? Alors ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre les raisons de la polémique, mais je vais rappeler effectivement les origines de cette controverse. J'avais évoqué la difficulté que l'on pouvait éprouver lorsqu'on était une personne non blanche dans un contexte qui avait été pensé et construit pour des personnes blanches. Par exemple, voilà, moi j'ai les cheveux crépus et je ne peux pas acheter mon shampoing au supermarché du coin parce qu'il n'y a pas de shampoing qui soit conforme à mon type de cheveux. De la même manière, les CAP de coiffure en France, qui sont délivrés par l'Éducation nationale, ne sanctionnent pas le fait de pouvoir
coiffée des cheveux crépus. Ce qui fait que je ne peux pas aller chez le même coiffeur que tout le monde. Et donc que ma couleur de peau noire m'est rappelée en permanence dans des gestes extrêmement quotidiens. Et l'exemple que j'ai pris, celui du sparadrap. Le sparadrap de couleur rose pâle ou beige en fait, est pensé pour être invisible sur les peaux blanches. Évidemment, si j'ai une blessure, notamment sur le visage, et que je colle sur ma peau qui est noire, pour les personnes qui ne me voient pas, le sparadrap, on ne voit que ça. Donc, ils ne se font pas dans ma couleur de peau. Et pour moi, c'était l'indication de cet inconfort. Donc, ce n'est pas une discrimination violente, mais c'est un inconfort permanent et un rappel permanent à ma couleur de peau et au fait que je ne ressemble pas à la majorité. J'en ai parlé sur Twitter et j'ai été harcelée, mais vraiment pendant 15 jours, j'ai été insultée, j'ai été menacée parce qu'on considérait que le problème que je soulevais était un problème totalement anodin. Et ce que je ne comprenais pas, c'était d'une certaine manière de dire, si c'est anodin, pourquoi ça justifie une telle agressivité, une telle hostilité. Et en réalité, j'en ai parlé à un sociologue qui s'appelle Éric Fassin, que vous avez déjà reçu ici, qui m'a dit que la violence avait été, selon lui, est liée au fait que les personnes étaient obligées, du fait de mes propos, de se penser comme blanches. Parce que le privilège blanc, le privilège du fait d'être blanc, c'est de ne pas avoir à penser à sa couleur de peau au quotidien. Et si j'interroge la couleur des sparadraps, j'interroge le fait que les sparadraps sont pensés pour des personnes blanches qui les utilisent sans avoir à y penser au quotidien. Mais aux États-Unis, par exemple, le fait d'avoir des produits qui sont des produits adaptés à différentes minorités, vous parliez par exemple des shampoings, il est évident que il est dans l'intérêt de ceux qui fabriquent des shampoings d'en proposer de différentes sortes. Est-ce que finalement, ces choses-là ne sont pas des manières d'importer ici en France des considérations qui sont finalement extrêmement quotidiennes aux États-Unis, Rokhaya Diallo? Elles le sont tout autant ici parce que les Je ne parle pas des considérations sur l'adaptation d'un shampoing. Si vous ne trouvez pas de shampoing, effectivement, ça pose problème. Mais aux États-Unis, vous le trouverez, ce shampoing. Oui, d'ailleurs, j'ai la chance d'y aller régulièrement et je ne vous cache pas que mes valises sont remplies de plusieurs listes de shampoings à chaque fois que je rentre. Donc, c'est quand même un privilège dont je dispose et dont ne disposent pas tous les Français et toutes les Françaises. Non, c'est simplement de se rendre compte que les États-Unis sont un pays capitaliste. Alors, on peut être très critique à l'égard de ça, et je le suis, mais d'une certaine manière, ça les rend très pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils identifient des marchés sur lesquels des revenus peuvent être générés et donc construisent des produits. Moi, quand je vous parle de la coiffure, quand je vous parle des cheveux, par exemple, je vous parle d'un CAP qui est délivré par l'Éducation nationale. Donc là, on n'est pas dans un intérêt capitalistique, on est vraiment dans le fait que l'institution, l'État ne reconnaisse pas l'existence d'un type de cheveux en ne considérant pas qu'un coiffeur doive être formé sur tous les cheveux. Et puis, en plus, avec les métissages qui arrivent de plus en plus souvent, de nombreux enfants français ont des cheveux frisés ou crépus qui doivent être pris en charge par des professionnels. Donc, c'est pas une considération anodine ou américaine, c'est vraiment une considération qui concerne l'avenir de la France et des Français. Est-ce que les réactions violentes auxquelles vous avez été soumises, cela ne les justifie en rien, mais est-ce qu'elles ne proviennent pas du fait que finalement ce type de remarque contrevient à un esprit universaliste qui est finalement notre fond français ? L'universalisme serait réaliste s'il tenait compte de toutes les voix. On ne peut pas considérer comme universalisme une idéologie qui ne tient compte que des voix dominantes et qui considère que tous les particularismes n'ont pas droit de citer. Moi, je suis universaliste, mais je considère que être universaliste, c'est pas faire en sorte que, par exemple, les trottoirs, les rues ne soient construites que pour les personnes qui sont en situation de validité. Je pense qu'on est universaliste à partir du moment où on fait en sorte que la rue, que les transports publics permettent à toutes les personnes en situation de handicap de se déplacer de manière équivalente. Donc cet universalisme qui ne tient compte que, d'une certaine manière, de la constitution corporelle de la majorité, de ses préoccupations, n'est pas un universel réel, c'est un universalisme théorique. Et l'universalisme réaliste, pour moi, c'est celui qui permet à chaque personne de disposer de l'espace public de manière égalitaire. Ça veut dire que vous critiquez l'universalisme au nom de l'universalisme ? Je critique l'universalisme parce que je critique ce qui se dit universaliste qui ne l'est pas réellement. Moi, j'aspire à un universalisme qui ne soit pas théorique, mais qui soit pragmatique. Alors, on va revenir là-dessus, puisque vous avez, parmi vos déclarations controversées, vous avez notamment expliqué dans l'Obs de cette semaine que le féminisme universaliste était excluant. Vous nous expliquerez pourquoi. On reviendra également sur la polémique autour de Charlie Hebdo. Vous aviez signé une pétition au sujet de Charlie Hebdo bien avant l'attentat, mais là aussi on vous a accusé de ne pas être Charlie. Vous nous direz ce que vous en pensez et vous expliquez cela et d'autres choses dans votre livre La France, tu l'aimes ou tu la fermes, aux éditions Textuelles. On se retrouve dans quelques instants. Les matins de France Culture, 7h-9h,
Guillaume Erner. 8h21, nous retrouvons notre invitée, la journaliste, réalisatrice, activiste Rokhaya Diallo. Elle publie La France, tu l'aimes ou tu la fermes aux éditions textuelles. Justement, Frédéric Saïs vient d'évoquer la question régionale, des identités régionales. Vous mettez en cause une certaine forme de modèle universaliste français. Lorsqu'on évoque par exemple l'insécurité culturelle, telle que le fait le politiste Laurent Bouvet, que répondez-vous lorsque d'un côté, vous, Rokhaya Diallo, vous insistez sur un certain nombre d'identités et les mosaïques qu'elles constituent, et que d'autres vivent cela sur le mode de la résistance à un modèle culturel auquel ils sont attachés? Mais je pense que c'est important de rappeler qu'effectivement, quand on voit des personnes revendiquer, une identité régionale, une identité linguistique locale, il faut rappeler la manière dont s'est constituée la France en écrasant les particularismes locaux. La France, c'est un pays qui juridiquement ne reconnaît pas les minorités religieuses, culturelles ou linguistiques, et de ce fait ne veut pas signer la charte de la protection des minorités. Et ça pose des questions. Ça pose des questions notamment sur les langues locales. Et quand on parle de régions, on parle aussi des régions ultramarines. La France est le seul pays au monde qui soit positionné sur 5 continents. Donc on ne peut pas avoir un universalisme qui, d'une certaine manière, uniformise une culture française qui est, d'une certaine manière, mythifiée, mythologique, quand on sait qu'on a parmi nos concitoyens des personnes qui sont des natifs du continent américain, qui sont par exemple en Guyane, des populations locales, Kalinia, par exemple, les Amérindiens, ce qu'on appelle les Amérindiens Kalinia, des personnes qui viennent des Caraïbes, des personnes qui sont de l'océan Indien ou du Pacifique, qui sont toutes autant françaises que les personnes qui sont parisiennes. Donc l'universalisme qui ne tiendrait pas compte simplement de la position géographique de ces personnes, de leur langue, de leur particularisme régionaux, je parle aussi des Basques, je parle des Bretons, eh bien c'est un universalisme qui n'est pas vraiment universel. Mais alors comment expliquer par exemple que le féminisme universaliste est excluant, Rokhaya Diallo? Alors c'est le titre de l'article, mais dans le propos qui a été cité, voilà, de l'article de l'Obs, mais moi je dis le féminisme dit universalisme est excluant. C'est-à-dire que je considère qu'à partir du moment où un petit groupe de femmes qui est constitué majoritairement de femmes privilégiées socialement s'arroge le titre d'universalisme, eh bien il y a un problème. On ne peut pas être un groupe de femmes qui n'est pas vraiment pluriel et se dire universaliste. Aujourd'hui, être universaliste, c'est considérer que des femmes sont socialement désavantagées du fait de leur manque de moyens matériels, du fait de leur précarité. Et ce que j'appelle le féminisme intersectionnel, qu'est-ce que ça veut dire intersectionnel? C'est l'idée de l'intersection. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se trouvent à la croisée des chemins, qui sont à la fois victimes de sexisme et victimes d'autres types d'oppression. Par exemple, victimes de racisme. Quand on est, par exemple, une femme noire, on n'est pas un homme noir. On n'est pas non plus une femme blanche. Donc ça veut dire qu'on peut vivre le sexisme et le racisme. Alors est-ce qu'on hiérarchise par exemple? Non, ça veut dire qu'on vit autre chose. On vit des choses qui sont différentes. On vit la stigmatisation sociale, par exemple. Je rappelle, d'ailleurs dans l'article c'est un exemple que j'évoque, mais on ne peut pas ne pas s'interroger sur le fait que les femmes de chambre qui ont fait grève dernièrement à l'hôtel Hayat Place Vendôme l'an dernier, et puis plus récemment dans les hôtels Ibis, sont majoritairement des femmes noires immigrées africaines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire fi du fait que la condition raciale conditionne une certaine ségrégation professionnelle. Que lorsqu'on regarde par exemple un bâtiment, les bâtiments en construction, tous les hommes qui conçoivent le bâtiment sont des hommes d'origine maghrébine ou noire. Et ce n'est pas une compétence ethnique, c'est véritablement une ségrégation professionnelle. Et donc le féminisme qui se dit universaliste, eh bien souvent est aveugle à ces différences. Il faut en tenir compte parce qu'elles génèrent des discriminations spécifiques. Mais alors justement parce que lorsqu'on évoque le féminisme universaliste, on pense à des questions et finalement à des divisions au sein des féministes, par exemple entre celles qui, à l'instar d'Elisabeth Badinter, pensent que le voile est un affront au féminisme et d'autres. Vous appartenez à quel camp, Rokhaya Diallo? Moi, j'appartenais au camp qui dit « mon corps m'appartient » et qui considère que chaque femme peut librement disposer de son corps. Et ce qui est important, c'est que les femmes puissent exercer toutes les fonctions qu'elles veulent, quel que soit leur choix vestimentaire. Donc, de la même manière que je soutiens les droits sociaux des femmes qui sont travailleuses du sexe, ce qui, effectivement, est rejeté par de nombreuses féministes qui se disent universalistes, alors que, paradoxalement, on travaille un peu comme on veut avec son corps. Si on est une femme libre, eh bien, je soutiens le droit des femmes, si elles le veulent, se couvrir, parce que c'est un droit, aujourd'hui, en 2019, ce n'est pas illégal de porter un foulard. Et je trouve très étrange, en fait, de stigmatiser les choix libres d'une femme. C'est-à-dire qu'on fait des choix parfois en tant que femme qui sont des choix qu'on pourrait questionner. Par exemple, le fait de porter des talons aiguilles,
c'est extrêmement douloureux. Je pense notamment à l'actrice Sarah Jessica Parker qui jouait dans Sex and the City, qui a expliqué combien les talons hauts avaient déformé ses pieds. Est-ce que quelqu'un va dire que c'est une femme opprimée et va vouloir interdire les talons parce que c'est quelque chose qui véritablement fait mal à son corps? On peut en discuter sur le plan philosophique, mais on ne peut pas interdire à une femme de faire ce que bon lui semble à partir du moment où ses droits sont respectés. Et moi, j'appartiens à ce camp qui considère que les femmes ne sont pas des mineurs auxquels on doit imposer une pratique du féminisme qui serait décidée à partir des considérations des féministes bourgeoises. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le voile est aussi une manière de se soumettre au pouvoir patriarcal? Est-ce que le voile, ça n'est pas aussi une manière de considérer que le corps des femmes est tellement sexualisé ou sexualisable qu'il doit être masqué, Rokhaya Diallo? On pourrait faire le même reproche à des femmes qui se découvrent beaucoup. C'est-à-dire que les femmes qui surexposent des parties qui sont sexualisées de leur corps, on pourrait leur dire, écoutez, vous n'êtes pas une femme conforme au féminisme. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour Nabila Benatia, l'ancienne star de télé-réalité, parce que j'estime qu'elle a mis en place un business, une affaire qui marche très bien. Aujourd'hui, elle vit à Londres, c'est une influenceuse très connue sur Instagram. Et le fait qu'elle soit très sexy, pour moi, n'en fait pas une femme moindre qu'une autre femme. Et je trouve que, encore une fois, il y a quelque chose de très condescendant et très maternaliste, en l'occurrence, dans le fait de juger les femmes à partir de leur choix. Je pense que derrière chaque voile, il y a un choix différent. Il y a des femmes qui vont, pour beaucoup, dire que c'est un choix qui est lié à Dieu, qui est lié à une forme de pudeur vis-à-vis de Dieu. D'autres qui vont dire qu'elles se retranchent du sexisme ambiant en disant, voilà, effectivement, moi je ne veux pas exposer mon corps d'une manière qui le place dans une forme d'hypersexualisation, mais ce sont des choix individuels et pour moi, il faut les respecter en tant que tels. Et si on considère par exemple que c'est un choix qui contrevient au modèle laïque français, tout simplement parce que les signes religieux ne regardent que l'espace privé, Rokhaya Diallo? Ça, pour moi, c'est un contresens. La laïcité, c'est deux choses. C'est la séparation de l'État et des églises, des religions, et c'est le fait que l'État ne reconnaisse pas de religion particulière. Et donc, c'est aussi la liberté de conscience. L'État permet aux gens de croire ou de ne pas croire et garantit à chacun la possibilité d'exercer une libre conscience. Et donc, ça signifie qu'on peut exprimer sa religion dans la sphère publique, dans l'espace public. On peut porter une soutane, on peut porter une tenue de nonne, par exemple, dans l'espace public, ça n'est pas interdit. Et il y a une vraie confusion entre sphère privée et sphère domestique. La sphère domestique, c'est chez soi, mais sa sphère privée, on l'emporte avec nous où que l'on soit. C'est-à-dire que si demain j'ai envie d'exprimer une religion dans l'espace public, dès lors que ça ne contrevient pas à l'ordre public, j'en ai parfaitement le droit. Et ça, la laïcité le protège. Il faut vraiment relire à la fois les textes garantissant les droits humains, mais aussi la loi de 1905, parce que souvent les gens ne la connaissent pas très bien. La laïcité en France, elle est incarnée notamment par le journal Charlie Hebdo et nous recevions au matin Rhys, le directeur de Charlie Hebdo. Écoutez-le, Rokhaya Diallo. Pour moi, c'est un terme un peu générique qui définit les gens, je pense par particulier à des intellectuels, des penseurs, qui face à différentes formes de totalitarisme qu'on a pu rencontrer dans l'histoire, finalement s'accommodent de ça. C'est pas uniquement durant la période de 40-45, mais c'est aussi pendant la période stalinienne aussi, et aussi pendant cette période où on voit émerger une forme de totalitarisme religieux. Il y a toujours des intellectuels ou des écrivains ou des politiques qui s'en accommodent. Rhys évoquait dans son propos les collabos, un terme qui n'accole pas à une personne en particulier, mais on a pu songer à ceux, et vous en faisiez partie, Rokhaya Diallo, qui au lendemain du premier attentat contre Charlie Hebdo, un cocktail Molotov avait été lancé dans les locaux de l'hebdomadaire, avait signé une pétition initiée par le Parti des indigènes de la République pour dénoncer le soutien au journal satirique. Pourquoi avez-vous signé une telle pétition? Alors, ce n'était pas une pétition, c'était un texte collectif qui avait été signé par une vingtaine de personnes, dont Christine Delphi, qui avait été initiée, je pense, par Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan. Je note d'ailleurs que je suis la seule personne à laquelle on reproche depuis 2011 d'avoir signé ce texte. La plus connue. Oui, peut-être, je ne suis même pas certaine. Et donc, c'est un texte qui dénonçait ce soutien opportuniste après cet attentat, à une époque où, effectivement, le ministre de l'Intérieur était Claude Guéant. C'était une époque où des camps de Roms avaient été attaqués de manière régulière et qu'il y avait une politique extrêmement stigmatisante à l'égard des personnes roms. Et on trouvait qu'il y avait une espèce d'hypocrisie de se draper derrière... Voilà, vous évoquiez un couple
Guéant-Charb, alors que bon, Charb n'était évidemment pas sur la ligne Guéant. Absolument. Sur quelques lignes chez Guéant que ce soit. Non, non, bien sûr, bien sûr. Alors ce texte-là, je l'ai signé effectivement en 2011, donc bien avant les attentats. Je reconnais aujourd'hui avec le contexte que c'était probablement pas un texte à signer, étant donné que je ne mesurais pas la menace qui pesait sur Charlie Hebdo. C'est le jour du grand pardon, alors vous pouvez maintenant, je l'ai déjà dit. Non, en plus, je l'ai déjà dit plusieurs Charlie fois. Hebdo, Je l'ai dit dans mon livre Ne reste pas à ta place. Ce que je remarque, c'est que quand même, aujourd'hui, en France, quand on est une femme noire dans l'espace public, on paye beaucoup plus difficilement, beaucoup plus durement toutes les erreurs d'appréciation qu'on a pu faire que d'autres. Moi, ce texte-là, je l'ai signé en 2011. On ne cesse de m'en parler depuis. Alors, je ne suis pas la seule à l'avoir signé. Il y a de nombreuses personnes qui ont, à l'époque de cet attentat-là, dit des choses extrêmement brutales à l'égard de Charlie Hebdo. Moi, je me souviens que Guy Bedos avait dit qu'il crève en parlant de Charlie Hebdo. Il n'est pas soupçonné à aucun moment d'être... On le lui a reproché. Pas autant qu'à moi. Je ne pense pas qu'à chaque fois que Guy Bedos prend la parole, on lui dit qu'il est anti-Charlie ou qu'on le soupçonne Mais vous, d'être... justement moi, on me soupçonne d'être à la fois islamiste et anti-Charlie. Moi, effectivement... Sur le côté anti-Charlie. Sur la ligne éditoriale de Charlie, moi, j'ai un problème. J'ai un problème parce que je suis féministe et parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a souvent des dessins, des caricatures qui me semblent sexistes. Quand, par exemple, on dessine Marine Le Pen, et je ne suis pas un soutien de Marine Le Pen avec du poil aux jambes, ça me dérange. Je pense Charlie Hebdo vient d'accueillir une fémène. Charlie Hebdo est un journal dont le rédacteur en chef, Gérard Biard, est très féministe. Oui, mais je pense que Marine Le Pen, on peut la critiquer autrement qu'en la montrant moche avec... Enfin, moche, entre guillemets, oui, moche, avec du poil aux jambes. Sur les caricatures, on est tous moches. Oui, mais voilà, le côté... En fait, c'est sexiste d'attribuer... Mais l'attribution... Vous vous souvenez comment Sarkozy était dessiné Absolument, mais l'attribution de caractéristiques masculines aux femmes, c'est vraiment un poncif sexiste très ancien. Après, voilà, c'est mon droit, je veux dire, on n'est pas forcément d'accord. Je trouve qu'il y a des caricatures, moi, qui me posent problème. Maintenant, ça ne justifie en aucun cas des attentats. C'est-à-dire que pour moi, c'est une discussion qui doit avoir lieu sur le terrain démocratique et idéologique, mais en aucun cas, je ne soutiens les attentats. Et d'ailleurs, j'étais j'étais absolument choquée le jour des attentats, comme la plupart de mes concitoyens. Mais d'une certaine manière, on m'a privé du droit à la compassion ce jour-là. C'est-à-dire que tout de suite, on m'a placé sur le banc des accusés en me reprochant ce texte, comme si j'avais, d'une certaine manière, soutenu des actes terroristes. Mais sur les caricatures de Mahomet, par exemple, est-ce que vous considérez, il y en a, et ça fait partie du droit de chaque Français, de considérer, par exemple, que c'est en quelque sorte stigmatiser ceux qui sont déjà stigmatisés de publier ces caricatures? À titre personnel, honnêtement, je n'ai rien à faire des caricatures de Mahomet, ça ne me touche pas. Après, la réalité, c'est que si on parle de la question de la caricature, c'est une question aussi de pouvoir. Une question, le bouffon du roi, généralement, s'en prend à des populations, s'en prend à des groupes qui sont en position de pouvoir et de domination. Et que ça a beaucoup plus de sens pour moi de faire des blagues sur les personnes qui sont en position de pouvoir que de faire des blagues, par exemple, sur les Roms. Donc, je ne vais pas interdire les blagues sur les personnes roms, mais pour moi, en termes de pouvoir de l'humour, c'est toujours plus drôle de se moquer des gens qui ont le pouvoir et qui sont puissants. En l'occurrence, en France, aujourd'hui, les personnes musulmanes font partie des classes sociales les plus fragiles et les plus défavorisées. Donc, s'en prendre à leurs croyances, c'est pas forcément pour moi ce qui me semble le plus efficace. Maintenant, le droit de le faire est parfaitement légitime. Je n'ai pas de problème avec cela. Je l'ai dit, Rokhaya Diallo, vous êtes réalisatrice, activiste. Vous publiez un ouvrage intitulé « La France, tu l'aimes ou tu la fermes » aux éditions Textuelles. Et puis, vous êtes également participante à un podcast qui s'appelle Kif Taras. Il faudra d'ailleurs revenir sur ce terme. Et ce podcast livrait un épisode sur l'appropriation culturelle. On va écouter un extrait de ce podcast et puis vous allez nous expliquer ce qu'est l'appropriation culturelle. J'aurais été une femme d'une autre couleur, j'aurais été fière aussi. Je suis moi-même, donc je n'ai pas d'autre choix que d'être fière de moi-même. Mais surtout, comme je m'inclus dans cette catégorie noire qui est une catégorie qui a été construite par l'histoire et qui a été construite de manière à être vraiment violemment même infériorisée, peut-être que là, le terme de fierté prend tout son sens. C'est comme si tu dis « je suis fière d'être noire », c'est comme si tu disais « je suis fière d'être pauvre », je suis fière d'être, je sais pas, homosexuelle, je suis fière d'être... Enfin, toutes ces identités qui ne sont pas des identités de gagnants ou de dominants. Donc voilà, au-delà on va dire de l'ego, voilà, qui pourrait être interprété comme une forme d'ego, de se dire je suis fière d'être noire. Je me dis qu'il y a quand même un petit côté de résistance de dire je suis noire et ce n'est pas une tare. On vient d'entendre une universitaire qui est maîtresse de conférence à l'université de Tours, Maboula Soumaoro. Qu'est-ce que l'appropriation culturelle? Qu'est-ce que ça signifie?
car c'est un terme très courant aux États-Unis, mais alors pas du tout en France. Alors, c'est une vraie question et souvent qui est mal comprise, hein. Alors, ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on n'a pas le droit de manger des sushis, qu'on n'a pas le droit de pratiquer des cultures qui sont différentes de la nôtre. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte une veste qui est d'inspiration kimono, mais qui est en tissu africain. Enfin, qui est considéré comme un tissu africain. Non, l'appropriation culturelle, ça pose la question de l'échange et du rapport de force dans les échanges culturels. C'est-à-dire que lorsque des personnes échangent culturellement, qu'il y en a une qui est en position de force, souvent une personne tire un bénéfice de la culture des autres, alors que les autres en sont dépossédés. Le meilleur exemple que je puisse donner, par exemple, c'est le rapport qui a été dicté récemment par Felwine Sarr et Bénédicte Savoie sur la restitution des œuvres. Aujourd'hui, les musées français sont composés en très très grande partie, en très large partie, par des œuvres qui ont été pillées ou négociées vraiment au désavantage des populations anciennement colonisées. Et cette question-là, c'est une véritable question, puisque finalement, aujourd'hui, ce sont les musées français qui bénéficient des revenus et du prestige générés par ces œuvres, alors que les pays dont ces œuvres sont originaires sont souvent des pays en difficulté économique et qui ne génèrent pas beaucoup de visites du fait de leur patrimoine artistique. Donc c'est un patrimoine qui est aujourd'hui capté par de nombreux musées. Ce rapport a fait l'objet de beaucoup de résistance, mais c'est ce qui se joue. C'est aujourd'hui qui tire bénéfice des créations des autres. Et je vais vous donner un autre exemple. C'est les exemples de couturiers dans la haute couture, de créateurs, de créatrices, qui réinterprètent des vêtements traditionnels de territoires souvent stigmatisés ou pauvres et qui en tirent un bénéfice sans créditer les personnes qui les ont créés à l'origine. Je pense à Stella McCartney, par exemple, qui avait fait défiler des mannequins avec des robes qu'on appelle des kabas au Cameroun et qui les vendait à un prix incroyable, alors même que ces créations sont des créations africaines dont les personnes qui les ont créées ne tirent pas de bénéfice. Lorsqu'une femme noire africaine porte une robe africaine, on considère qu'elle n'est pas intégrée, on considère qu'elle est communautariste, hein, même parfois. Lorsque c'est une femme blanche qui défile sur un podium de Fashion Week, eh bien, on trouve ça merveilleux et c'est Stella McCartney qui gagne de l'argent. Donc c'est ça l'appropriation culturelle, c'est les babouches aussi, les Balenciaga à $545 qui sont sortis l'année dernière, alors que ce sont des babouches qu'on trouve sur tous les marchés au Maroc et que les Marocains ne peuvent pas gagner autant d'argent avec ces créations-là. Mais alors, l'appropriation culturelle aux États-Unis, ça a donné lieu à des polémiques parfois très vives pour des choses qui, pour nous Français, en tout cas à mes yeux, paraissent extrêmement vénielles. Alors par exemple, il y a eu une polémique sur un campus américain parce que le banh mi, autrement dit le sandwich traditionnel vietnamien, qui est lui-même d'ailleurs issu de la colonisation française, était présenté sous une forme qui était jugée extrêmement dégoûtante pour dire les choses. C'était un très mauvais banh mi, ce que on ne conteste pas a priori, mais par contre, ça a donné lieu, encore une fois, à une importante polémique, très sérieuse, même si le motif peut paraître futile, alors que, a priori, il n'y avait pas de volonté de nuire, a priori, chez le cuisinier qui faisait ce mauvais banh mi. Que penser de cela, Rokhaya Diallo ? J'avoue que c'est une polémique qui n'a pas émergé en France parce que je pense que malgré tout, comme vous le dites, nous sommes différents. Après, la question que vous soulevez sur l'intention, elle est importante parce que le racisme n'est pas toujours produit par une intention. Ce qui compte, c'est les effets. Parfois, je pense par exemple à ce qu'on appelle blackface, mais qui en vérité a un nom en France. Donc c'est le fait de se grimer en noir. En France, on parle de barbouillage. Souvent, les gens se déguisent en personnes noires en n'ayant pas l'intention de nuire. Mais si on place ces déguisements dans un contexte historique, dans la manière dont on s'est servi de ces déguisements pour humilier les Noirs, pour en faire quelque chose de drôle, eh bien, si l'intention n'est pas raciste, comme par exemple Antoine Griezmann, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, s'est déguisé en un des joueurs des Harlem Globetrotters en se peignant en noir, lorsque la polémique a éclaté suite à cela, il a réalisé à quel point ça pouvait être blessant pour les personnes noires, parce que ça se raccrochait à une longue histoire d'humiliation, et il a présenté des excuses. Donc on peut ne pas avoir d'intention raciste, mais une fois, ou homophobe, ou sexiste, mais une fois qu'on a été exposé à ces conséquences en termes de bien-être des personnes visées, eh bien, on peut simplement reconnaître qu'on a eu tort et présenter des excuses. Mais alors, justement, parce que politiquement, par exemple, c'est quelque chose qui a nui à Justin Trudeau, Premier ministre canadien, qui ne peut pas être considéré comme étant ni raciste, ni même universaliste, puisqu'il est généralement situé du côté de ceux qui ont justement une vision extrêmement différentialiste des cultures, et il a été photographié quand il était jeune avec, ça n'était pas d'ailleurs un blackface, c'était un brownface, puisqu'il s'était grimé en arabe des Mille et une nuits. Est-ce que c'est véritablement important de faire le procès de cet homme 30 ans après ou 20 ans après, alors qu'il est justement
défenseur d'un certain nombre de conceptions antiracistes, Rokhaya Diallo. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Ça montre bien que la question du racisme, ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de morale individuelle. C'est une question véritablement politique. Et d'ailleurs, Justin Trudeau, a très bien réagi en reconnaissant l'erreur qu'il avait faite par le passé. Et effectivement, moi, je pense que c'est une personne qui, en tout cas, vraiment a à cœur de respecter les cultures minoritaires et les personnes minoritaires. Toutefois, le fait que ça ressurgisse montre que toute personne peut être à l'origine d'actes qui témoignent de préjugés racistes. Et je me comprends dans ce toute personne. Il m'est sans doute arrivé, étant pétri de cette culture-là, de parfois d'exprimer des choses problématiques vis-à-vis d'autres minorités ou vis-à-vis de la mienne parfois. Et je trouve que c'est important de montrer que ça peut émaner de n'importe qui. Et lui a très très bien réagi en présentant des excuses, en reconnaissant ce à quoi sa pratique faisait écho historiquement. Est-ce que vous ne redoutez pas, Rokhaya Diallo, que cette notion d'appropriation culturelle, elle nous oblige à rester dans notre couloir de nage propre, biographique? Ça veut dire que moi, par exemple, alors si mes capacités capillaires me le permettaient, je n'aurais pas le droit d'avoir des dreadlocks, par exemple. Vous auriez le droit, mais en même temps, c'est vrai que c'est une coiffure qui est tellement adaptée aux cheveux crépus que je me demande toujours pourquoi les personnes qui ont les cheveux lisses se font des dreadlocks, alors que en tout cas en termes de facilité, c'est beaucoup plus facile que de le faire avec les cheveux crépus. Mais non, moi j'ai aucun problème avec les personnes non noires qui portent des dreadlocks ou qui portent des vêtements, par exemple en tissu en wax, d'autant plus que le wax c'est un tissu qui a été créé dans le cadre de la colonisation hollandaise. Donc c'est beaucoup plus vraiment la question de l'appropriation culturelle, c'est plus une question de pouvoir. Quand par exemple Kim Kardashian fait des tresses, alors qu'on sait que par exemple les sœurs Williams, lorsqu'elles faisaient du tennis, ont été stigmatisées par leurs tresses et leurs perles, on disait que ça faisait du bruit, que c'était moche, que c'était vulgaire. Kim Kardashian se fait des tresses, elle fait un tutoriel, rebaptise les tresses de son nom, sachant que de nombreuses femmes noires ont été stigmatisées pour des pratiques analogues, et elle gagne de l'argent. Là on a un problème parce qu'elle ne crédite pas les femmes noires qui ont souffert pour qu'elles arrivent à produire cette coiffure, et en fait elle fait comme si elle avait inventé les tresses africaines alors que c'est une pratique ancestrale. Et c'est ça la prédation et la question du pouvoir. Est-ce que vous ne risquez pas, alors, autre critique vis-à-vis de l'appropriation culturelle, et malgré tout, on peut hiérarchiser, ou en tout cas, on peut l'imaginer, peut-être que vous êtes en désaccord avec cette proposition, qu'il y a différents dangers dans le racisme. Certains sont urgents, il y a des types de racisme qui tuent. L'appropriation culturelle n'a jamais tué. Elle n'a pas tué, mais elle a pu tuer des cultures. Ça a pu tuer des cultures, c'est-à-dire que le fait de... C'était la McCartney Non, certainement pas. Mais je vous parlais par exemple des musées, de la muséographie, le fait que des œuvres d'art aient été captées par de grands musées. On parle de la France parce que je suis française, mais aussi au Royaume-Uni et dans d'autres pays. C'est grave. Ce sont des œuvres qui parfois avaient une valeur spirituelle pour les populations africaines ou asiatiques dont ils ont été dépossédés. Et puis encore une fois, on peut parler des pansements tout en parlant des violences policières. Ce n'est pas impossible. Je suis engagée aux côtés du comité Adama. En tout cas, j'essaie vraiment de m'associer à leur lutte contre les violences policières. Ce n'est pas indissociable. On peut parler de toutes les formes de racisme parce qu'il faut considérer que le racisme, c'est un spectre qui va de l'interaction quotidienne, de choses très anodines, à des violences qui peuvent conduire à la mort. Rokhaya Diallo, La France, tu l'aimes ou tu la fermes, aux éditions Textuelles.